Je me présente, je suis Céline Marlot. Donc je suis en Isère et je travaille à la fédération sur tout ce qui est extérieur et notamment le bénévole, les activités extérieures et le bénévole. Et je suis conseillère en développement dans le département de l'Isère. Donc en fait, l'idée là, en quelques mots, en quelques slides, c'est de vous différencier la balade des autres filières du bénévolat, l'accompagnateur bénévole de randonnée avec ses 3 niveaux jusqu'au niveau raquette. Et pour vous faire comprendre l'intérêt aussi que notre fédération avait de se développer sur cette nouvelle formation, d'arriver à différencier et de pas forcément dire ah non non mais c'est pas adapté ni à mon club ni à ma situation géographique. Et j'espère par ces quelques slides que ça sera l'inverse. Donc vous n'hésitez pas à me poser des questions, hein. L'idée elle est vraiment qu'on soit sur de l'échange et qu'il soit constructif pour tous. Alors oui, effectivement, si quand même. Donc balade ou randonnée? Ça, it is bien la question. Alors, de suite, arriver à différencier la balade, donc le cursus de formation balade et de ce qui pourrait être mis au sein de votre club, et ce que l'on l'habitude dans le grand jargon, la randonnée. La balade, on va partir sur des itinéraires qui sont entre 2 heures et 4 heures maximum. Et c'est du temps effectif de marche. Ça veut bien dire que si au milieu je mets un pique-nique, et ce qu'on va voir aussi, c'est mixer du patrimoine à tout ça, on peut très bien partir à la journée, partir de 10 heures jusqu'à 16 heures, mais on part sur une idée de temps effectif de marche. On est dans tous les lieux, autant dans du rural que de l'urbain. On ne va pas privilégier un endroit plutôt parce qu'il y a des montagnes ou c'est vallonné ou des collines que d'être éventuellement dans l'urbain. Tout est ouvert. On est sur tout terrain, sentiers, chemins, les routes goudronnées, les routes de proximité. Il n'y a pas d'interdiction. Il faut que cette balade soit accessible à tous, à tout public. Pas de matériel spécifique. Bien sûr, avoir quand même la moindre des choses, un petit sac à dos avec au moins une gourde. Après, ça dépendra effectivement si je pars pour une balade de 2 heures en matinée ou si je pars avec un pique-nique, forcément, mon sac à dos dépendra de ce que je vais y glisser dedans. Et dans la balade, comment elle a été conçue, on va vraiment avoir un axe sur tout ce qui va être patrimoine. Le patrimoine, c'est large. Le patrimoine, on a le culturel, l'environnement, la géologie, la géographie. C'est tout ce que l'on peut avoir dans son environnement autour de chez soi. On va garder forcément l'aspect convivialité et le plaisir d'être sur une activité en extérieur, dans un lieu que je découvre ou que je connais et que je vais pouvoir encadrer avec mon groupe à n'importe quel moment de l'année. La randonnée, vous le pensez, on est tous à parler de dénivelé, de distance. Ben oui, là aujourd'hui, j'ai fait une randonnée où il y avait 10 km, etc. La balade, on va parler quand même de distance, mais on ne va pas forcément dire je vais faire 15 km ou 20 km. On va être plutôt sur des temps avec, je glisse à chaque fois ma partie patrimoine. La randonnée, on va être sur quand même un effort assez soutenu, puisqu'il va être long, entre 4 heures, voire 7 heures, voire plus. On va demander aux gens d'avoir une bonne condition physique quand ils vont s'inscrire sur une randonnée, même qu'elle soit à la journée. Il va y avoir du matériel qui va devenir obligatoire sur la randonnée qu'on ne retrouvera pas sur la balade. On garde l'aspect convivialité, plaisir et découverte. Ça fait partie intégrale de l'activité en extérieur au sens large. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'il y a l'organisation des séjours loisirs que l'on met pour le club ou pour les CODEP ou autres. Est-ce que tout le monde connaît les séjours loisirs ?
Non. Oui. Ah, merci Laurence. Non. Bon. Alors, en 2 mots. Donc, en fait, notre fédération, depuis des années, est licenciée, on pourrait dire, hein, a une licence à Atout France. Atout France, c'est un organisme de tourisme qui permet que tous les clubs affiliés à la FFEPGV puissent prétendre à partir en séjour. Le séjour, c'est dès qu'il y a une nuitée, vous devez faire une déclaration de séjour et partir. Alors, ça peut être à 2 heures de chez moi, comme ça peut être beaucoup plus loin ou même à l'étranger. Ces séjours, n'importe quel club a le droit de le mettre en place. On n'est pas obligé d'avoir un séjour que sur la randonnée ou que sur la balade. D'accord? Il y a, du moment que c'est mentionné stage de loisirs, il y a un dossier spécifique que les comités départementaux peuvent fournir au club, vous accompagner pour le remplir quand c'est la première fois, mais c'est vraiment un plus au sein d'un club ou dans les comités départementaux lorsque l'on prévoit des séjours dans son club pour nos licenciés. Est-ce que là, ça va? Vous arrivez du coup à avoir un peu la différenciation entre une balade et une randonnée? Ce qu'on va mettre dans la randonnée, c'est surtout cette intensité et cet effort soutenu qui va demander une bonne condition physique aux gens. Ce qui ne veut pas dire non plus que sur la balade, il ne faut pas avoir une bonne condition. Parce que si on marche au-delà de 4 heures de temps, ben, il va falloir quand même que les gens aient une bonne condition physique. Donc l'idée, c'est que, ben, en fait, de toute façon, quand on est à l'EPGV, on a une bonne condition physique. Alors, l'idée, c'est comment maintenant l'intégrer dans mon club? Parce que c'est une nouvelle activité et c'est vraiment une activité à part entière. C'est-à-dire qu'on ne doit pas la mettre de côté. On a une fiche d'inscription dans un club, on a le cours Pilates, on a les cours de gym, on a la cour de marche nordique, ben, la balade va apparaître comme une activité au sein du club EPGV. Qu'elle soit une fois par semaine, une fois par mois, qu'au beau jour, c'est pas grave. Elle va apparaître en tant qu'activité. Elle doit être effectivement adaptée à tous nos publics. On va avoir cet axe sur le patrimoine, autant culturel, environnemental, etc. Il va y avoir, pareil, une inscription, licence individuelle obligatoire, cotisation, adhésion, ok, parce que, encore une fois, c'est une activité et ça s'organise et ça se planifie. Et c'est pour cela que l'on va devoir avoir une personne formée et qualifiée pour venir encadrer au sein d'un club EPGV ces balades. Et on a trop souvent la tendance à dire que ce soit une randonnée ou une balade, ça ne fait pas partie du club. On le fait après, on le fait à des moments quand il fait beau, quand on a envie. Et bien, si on veut vraiment que cette activité se déploie au sein des structures, nous devons vraiment l'inclure comme une activité à part entière. Elle existe, elle fait partie du club. Alors, oui, c'est une offre de pratique en extérieur, d'accord. L'idée, elle est vraiment de chercher à développer l'activité dans le club ou peut-être dans le comité départemental. On a quand même toujours balade et lien social. Ça, c'est un lien très fort et qui ressort à chaque fois. Et sur la randonnée, c'est à l'identique. On va devoir proposer, il n'y a pas d'obligation, mais c'est un axe qui est donné à la balade, de proposer chaque fois la balade à thème. Alors, soit c'est la visite d'un musée, soit c'est un lieu géographique très précis, etc., etc. Et on va plus ou moins s'appuyer sur des personnes qui parfois dans nos clubs ont de l'expérience, ont des connaissances sur un thème varié ou autre. Ben, du coup, on va favoriser et on va mettre en avant ces personnes qui peuvent au sein du groupe vous amener, si ce n'est pas une visite, vous amener un petit temps de partage pendant 10 minutes, un quart d'heure sur, je ne sais pas quel thème, ben voilà, je suis en Bourgogne, j'ai les vins, et ben j'ai quelqu'un qui aime son lieu, qui aime les vignes, ben il va faire un petit exposé, mais de 10-15 minutes maximum, mais qui va amener une valeur plus à ce temps sur la balade. Ça peut être aussi
vraiment organiser la visite d'un musée, d'un château, enfin bref, il y a 1001 possibilités. Ça, on laisse libre l'organisateur et le futur ABB à organiser sa balade comme il entend. Alors, la balade, elle peut être à la fois toutes les semaines, ou alors vraiment sur des périodes, sur le moment où il fait beau, où les gens ont envie encore plus d'être en extérieur, peut-être que pendant les vacances scolaires, parce que la personne qui va se former, peut-être elle est disponible pendant les vacances, ça peut être en semaine, ça peut être en week-end, ça peut être en demi-journée, en journée complète. Il y a une liberté totale de cette mise en place de cette activité. Elle appartient au club et forcément au bénévole qui sera formé. On a le droit, comme quand on a un cours Pilates ou autre, d'accueillir des invités pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce que c'est cette balade en extérieur, ma balade de patrimoine ou autre, d'accord? Ben c'est pareil, on a droit à 2 balades d'essai avant de prendre une décision si je m'inscris dans mon club pour cette balade. On peut aussi organiser des soirées à thème qui vont mettre finalement, qui vont valoriser le club et où je vais mettre en avant la balade qui a été réalisée ou plusieurs balades avec des diapos sur des photos de ce qui s'est déroulé. C'est vraiment du plus. C'est en fait essayer de se sortir de ce qu'on a trop l'habitude, nos cours du mois de septembre au mois de juin, en salle ou autre. Ben la balade, elle peut donner des initiatives au club et d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Manu? Ouais, quand tu parles des non-licenciés, j'ai compris qu'effectivement, c'était dans le but comme un cours d'essai, un peu, c'est ça, hein? Oui. Mais par contre, au cours de l'année, est-ce que les adhérents qui participeront à ces balades auront le droit d'inviter copains, copines avec eux ou pas? Ou ce n'est que dans le cadre de la début de saison? Alors, c'est là que j'ai pas. À n'importe, ouais, je comprends ce que tu veux dire, Manu. J'ai envie de dire à n'importe quel moment, on fait un cours d'essai. À n'importe quel moment, on a le droit Ok. d'inviter. Madame fait de la gym depuis un moment, elle rejoint les balades qui sont mises dans mon club et au bout de 6 mois, son mari lui dit ben, moi j'aimerais bien. Hein. Eh ben, on a le droit. N'importe quel moment de l'année, on a toujours les personnes qui veulent intégrer un cours qui viennent, que ça soit en septembre, que ça soit en janvier ou que ça soit en mars. Ils ont toujours le droit de venir au minimum faire 2 séances. Monnayant la prise de licence et la cotisation. À l'issue de ça, ben, ils prendront leur décision de dire oui, je valide, je reste ou je reste pas. Voilà, il y aura quand même la prise de licence. Mais on a le droit, si c'est un club qui fait le choix de proposer des balades, qu'à partir du mois d'avril jusqu'au même, j'irai jusqu'au 31 août, puisque la licence couvre jusqu'au 31 août, il n'y a pas d'interdiction, et bien à partir du mois d'avril, je vais entre guillemets accepter peut-être des non-licenciés pour qu'ils viennent se rendre compte ce que c'est, alors que madame sont déjà dans le club depuis un moment. Mais l'idée, elle est quand même d'avoir ces portes ouvertes aussi à la balade, que ça ne soit pas fermé et que ça soit découvert par tout le monde, tout public. D'accord, merci. Laura, tu avais levé la main, je crois. Oui, mais en fait, tu as répondu. Ça concernait la licence et les 2 cours d'essai. S'ils revenaient régulièrement, au bout d'un moment, il faut leur faire prendre la licence. Ah ben, de toute façon, voilà, c'est bien ce que je mentionnais, c'est que la balade fait partie intégrale du club, donc licence individuelle si je m'inscris dans mon club. Comme nous, le non-licencié, il a le droit de venir tester, entre guillemets, au début, mais après, il y a prise de licence et cotisation. Et le tort, je vais donner la parole à Gérard après, c'est que bien souvent, parce que c'est encadré par des bénévoles, on se dit on ne fait pas payer de cotisation aux gens qui vont venir pratiquer. C'est un tort. Même si c'est minime, il faut faire prendre en charge quand même ces balades. Pourquoi? Parce que la personne qui s'est formée, il y a un cursus de formation. Comme il n'est pas salarié, il n'y a pas de prise en charge d'AFDAS. Ça veut dire que c'est bien souvent le club ou une aide du comité départemental ou le comité régional, mais il y a quand même un coût financier sur la formation, l'hébergement et le temps. Et la personne qui est bénévole, ben, elle va devoir avoir des outils qu'elle va apprendre pendant la formation pour pouvoir créer des itinéraires, aller chercher des topos existants, etc.
Donc, il y avait Gérard et puis après Valérie. Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on doit débaptiser? Nous, ça fait déjà 2 ans qu'on fait des randonnées. On fait des randonnées le mardi pour des personnes qui ont des pathologies, c'est-à-dire qui ont des soucis de santé. Donc, on ne fait pas plus de 6-7 km en plat. On s'arrête pour faire comme tu as dit, on fait un peu de patrimoine. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'il va falloir qu'on débaptise le mot randonnée, mettre balade à la place? Après, Gérard, ça dépend. Alors déjà, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui est formé pour encadrer Oui, on ces a temps-là? 2 ABR1 déjà. Voilà. Donc, voilà. Après, si dans ton club, ça convient comme ça, on ne va pas tout modifier non plus du jour au lendemain. Après, peut-être que l'année prochaine, tu peux marquer balade randonnée. Et puis, au fur et à mesure, Ouais, ça peut peut-être supprimer le amener mot un peu plus de randonnée. monde. Ça peut peut-être amener un peu plus de monde, malgré que des randonnées, des fois, on est un peu trop nombreux. On se retrouve à 25-26. Et des fois, c'est assez difficile à gérer quand même. Alors, il faut bien savoir qu'il y a des prérogatives, d'accord, et que que ce soit des ABB ou des ABR1 ou autre, ils ont un nombre à respecter pour l'encadrement. Hein. Donc, Ouais, c'est-à-dire, on peut avoir juste un peu de précision là-dessus? alors, pour les ABB, ils ont le droit d'encadrer jusqu'à 20 personnes avec un CERFIL qui a le PSC1. D'accord. Et dès qu'on va se retrouver avec une 21e ou une 22 personnes, il nous faudra 2 ABB de formés. D'accord. La BR1, c'est exactement la même chose. C'est 20 personnes maximum, plus, alors attention, j'ajoute 20 pratiquants, plus la BR formée ou la BB formée et ton CERFIL. D'accord. C'est Ok. 20 pratiquants. Ok, ça Que va. je sois balade ou que je sois BR1, j'ai le droit d'encadrer 20 pratiquants avec mon CERFIL plus la personne qui est formée. Ok, merci. Il faut surtout que les itinéraires qui sont proposés reflètent les prérogatives, notamment sur la cotation que tout accompagnateur, pendant la formation, apprend. Et il ne doit pas dépasser ses prérogatives. Laurence? Non, il y avait Valérie, pardon, Laurence, il y avait Valérie avant. Ouais, mais c'était en lien plutôt avec la licence. Laurence, c'est plutôt en lien avec les échanges là actuels? Oui, Parce que moi, je oui. revenais un peu en arrière. Donc, vas-y, Laurence. Moi, c'est par rapport au nombre de personnes. Est-ce qu'il y a un document qui récapitule tout ça? Est-ce qu'il serait possible de l'avoir, s'il te plaît? Alors, le document est transmis lorsque les ABR se forment. OK. Il y a tout un document et en fait, ils l'ont dans les manuels. Après, voilà, en fait, c'est eux les responsables. Donc, c'est eux qui doivent détenir le document. Et ils sont dans l'obligation de respecter leurs prérogatives et ceux qu'ils ont le droit d'encadrer. Il faut qu'on reste tous à notre place, dans le sens où ce sont des personnes bénévoles qui encadrent soit de la balade, soit de la randonnée, et on n'est pas un professionnel comme les accompagnateurs de moyenne montagne. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un regard assez puissant et fort sur les prérogatives de toute personne qui ont été formées. Il faut savoir que depuis 2019, donc il y a eu une évolution des cursus, d'accord, de la filière bénévole, que même si les personnes n'ont pas suivi le nouveau cursus, ils ont dans l'obligation de respecter le cursus actuel. Est-ce qu'il serait possible pour le CODEP, parce qu'on a souvent des questions par rapport au nombre de personnes, d'avoir une copie de ce document? Laurence, on fera peut-être un document récapitulatif par rapport aux prérogatives ABB, ABR, je me le suis noté. Qu'on vous communiquera, je pense que il voilà. existe, hein, il existe. Mais ça doit exister, voilà, on va chercher ce qui existe. Il est fait. Voilà, En fait, Laurence, ce qu'il y a, c'est que c'est bien ce que je te dis, c'est que c'est la personne qui est en formation, qui a son cursus. J'irai jusqu'à dire que un animateur professionnel, d'accord, qui vient chercher la marche nordique, en fait, il a son diplôme,
OK, mais il sait aussi que sur la marche nordique, il va avoir des prérogatives. Il va les respecter parce que c'est son métier. Là, le bénévole, il vient chercher un cursus de formation. On va lui donner, pareil, un cadre à la fois juridique et très posé sur les droits qu'il va avoir pour l'encadrement de ses activités. Donc, lui, il les connaît. Et les personnes qui viendraient te poser des questions, la première chose quand même à savoir, Laurence, c'est de lui dire, mais est-ce que vous êtes formé à ces encadrements? Parce que d'où vient la balade? Finalement, j'aurais dû commencer par ça. Hein. C'est parce qu'on s'est quand même rendu compte sur le plan national qu'il y avait beaucoup de structures qui en fait proposaient dans leur club la balade comme si c'était en fait, ben voilà, allez, venez, on y va, on part, on va promener. Alors, c'est génial parce que c'est grâce à ça que finalement, on continue à garder le lien social, la convivialité au sein des clubs PGV et de faire connaître autre chose. La seule chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une réglementation sur les activités comme ça en extérieur et que le risque zéro n'existe pas. Et ce que nous avons de la chance d'avoir une fédération qui forme nos bénévoles à ces encadrements de groupe. Et du coup, il y a le respect du nombre, il y a un respect, un cadre légal à avoir, et que ben, c'est pour ça que maintenant, ben, on ouvre la balade parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses faites. Un exemple, hein, des dames sont venues se former à la balade. Elles encadrent depuis plusieurs années, et vous savez combien de personnes? 60 personnes. 60 personnes qui partent promener toutes les semaines. Mais vous vous rendez compte le risque? Et du coup, par rapport à ce que tu disais, Céline, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était le fait de prendre une licence. Ça permettait aussi d'être assuré plutôt que de le faire dans un cadre, on va dire, plutôt privé. Alors privé, si c'est pas dans le cadre des activités du club, si c'est pas sous couvert d'un créneau du club, j'allais dire presque à la limite, on s'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Mais licence, c'est quand même plus que d'inciter, c'est fortement conseillé, voire obligatoire, pour garantir justement la responsabilité. Et voilà, s'il se passe quelque chose, ça se passe avec quelqu'un qui est formé. Dans le cadre des activités du club, c'est encadré et c'est à peu près, on va dire, sécurisé. Ça évite pas l'accident ou le problème, on le sait tous. Mais il y a une prise en charge. Ben voilà, dans le cadre de la licence PGV, s'il y a un problème, tout est pris en charge. Voilà. Donc il y a tout ça aussi qu'il est important de mettre en avant en cas de problème. Tant qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. Ouais, et qu'on soit sur de la balade pour partir 4 heures ou qu'on soit sur une randonnée ou sur n'importe quelle activité. Mais voilà, là au moins, il y a un cadre. Il y a une personne qui est formée, qui a des prérogatives, qui doit respecter. Alors, il y a Gérard, j'ai deux Gérard qui ont levé la main. Peut-être, excusez-moi, oui, Gérard Duquin, donc. Oui, tout à l'heure, j'ai eu une communication téléphonique juste au moment où j'avais levé la main, c'est pour ça. Donc, une précision, la licence, on parle bien de la licence PGV, il n'y a pas une licence particulière à ça. Et après, bon, pour faire de la randonnée en montagne, j'ai deux questions. Il n'y a pas de notion de serre-fil dans les balades? Si, c'est bien ce que je disais, c'est que autant dans la balade que dans la randonnée, l'accompagnateur qui va gérer son groupe, il a droit donc à 20 pratiquants, plus lui, plus le serre-fil avec le PSCE. PSCE est obligatoire. Ok, d'accord, excusez-moi. Voilà. Non, mais je t'en prie, pas de souci. Merci. Alors, il y a l'autre Gérard et après je te redonne la parole, Laurence. Non. Gérard, portez-vous bien? Ok. Laurence? Oui, je reviens encore sur ce que je viens de dire. Est-ce que c'est notifié quelque part? J'aimerais bien avoir le document par rapport à toutes les activités en extérieur, s'il y a un nombre de personnes à respecter. Parce que oui, on a des questions par rapport à ça.
Et nous, si en tant que comité départemental, on n'a pas les infos, ça existe pour les enfants. Dans le livret des enfants, il y a un taux d'encadrement préconisé avec la règle, la notification de la loi qui existe. Ça serait bien que ce soit fait pour les activités extérieures en général et que ce soit un document qui vienne de la fédération, si c'est possible. Alors, le document existe, il vient de la fédération. Il y a le document qui fait le lien avec tout ce qui est bénévole, la filière bénévole, d'accord? Donc, la balade, la BR1, la BR2 et la raquette. Donc, il y a ce document qui existe pour toutes les personnes qui sont formées. Donc, c'est le document que on parlait avec Valérie. Donc, il est existant. Après, le comité régional fera la demande à la Fédé d'obtenir ce document si vous le souhaitez, mais c'est ce que je te dis, il est transmis lorsque les personnes se forment. Ok. Mais voilà, merci. On verra avec Valérie pour l'avoir. Moi, je l'ai, mais comme c'est un document fédéral et qui est remis que lors des formations, on verra avec Valérie, Laurence, pour revenir vers toi. Ça marche, merci. Nathalie. Oui, merci. Cette formation-là, est-ce qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde ou est-ce que si on est déjà éducateur sportif, est-ce qu'on est déjà habilité à encadrer un groupe à l'extérieur ou est-ce que vraiment si on est à partir du moment où on est en dehors de la salle où on pratique ses cours, il faut quand même cette formation ABB? Alors, je vais y venir dans le PowerPoint, mais comment dire, quand tu es un animateur, quand tu es un animateur, que tu as une carte professionnelle et que tu encadres contre rémunération, tu as le droit de faire les activités que tu veux. Faut-il quand même encore avoir une appétence pour l'activité, avoir les notions d'orientation, d'accord, de carte, de trace, de profil, et c'est pas donné à tout le monde en tant qu'animateur professionnel d'avoir cette orientation-là. Valérie? Ouais, je vais mettre un petit bémol. Il faut rester dans les limites, dans les prérogatives de ton diplôme. Nathalie, si tu as un CQPAG2E, par exemple, l'activité d'entretien et d'expression, tu n'as pas normalement les prérogatives pour encadrer des groupes en extérieur sur une activité de balade ou de randonnée. C'est pas dans les prérogatives de ton diplôme. Céline, elle reviendra, je pense, de toute façon, sur la formation qui est bénévole, mais qu'on ouvre aussi aux éducateurs professionnels. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme quelqu'un qui a un diplôme des activités de la natation, il ne peut pas faire des activités en salle. D'accord, c'est ce que je pensais. Voilà. Mais voilà, vous avez toutes les deux très bien répondu à ma question. Et c'est pour ça que je prenais des informations. D'autant plus parce qu'en ce moment, voilà, avec Octobre Rose, on est vraiment confronté à ça et on se rend compte qu'il y a aussi des personnes de la commune qui veulent se rajouter. Enfin, il y a toujours d'autres personnes ou les conjoints ou les enfants ou autres. Et en fait, non, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc, vous avez très bien répondu à ma question. Merci beaucoup. J'avance un tout petit peu. Donc, on parlait de développer cette activité effectivement au sein de son club par rapport à la licence, par rapport au dossier de séjour loisirs qui peuvent effectivement avoir une dynamique au sein du club. Et actuellement, où on est sur un énorme déploiement du Pacte Sport Santé, je me permets de vraiment faire le lien avec ce déploiement. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes tous au courant de qu'est-ce que c'est ce Pacte Sport Santé. C'est une activité en salle, c'est une activité en extérieur qui peut avec moindre d'investissement et du coup la balade pourrait tout à fait rentrer sur un club qui aurait pas beaucoup de séances et donc offrir moins de possibilités à ses licenciés pour qu'ils rentrent sur ce Pacte Sport Santé. La balade pourrait tout à fait correspondre à un plus au sein du club. Et ça, c'est pas des moindres. Parce qu'effectivement, c'est encadré par un bénévole. Donc oui, il y a le coût de la formation, certes, mais après, il n'y a pas la même rémunération qu'un salarié professionnel. Mais ça va être quand même du plus à un petit club qui aurait que 1 heure ou 2 heures dans sa semaine, et d'arriver à proposer une fois tous les 15 jours une balade de 4 heures, on va rentrer dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé et sur ce fameux Pacte Sport Santé.
Donc, je ne vais pas revenir, mais la balade, comme la randonnée, il y a d'énormes bienfaits qui sont reconnus. Un, parce qu'on est en extérieur, on s'oxygène. Et on le voit très vite, hein, parce qu'effectivement, et j'ai l'impression que vous le vivez un peu tous, ça se fait déjà, ça se pratique déjà dans les clubs. Allez, on part aujourd'hui, on n'a pas de cours de gym, on se rassemble, on part à plusieurs, on est 10, on est 15, on va promener pendant 2 ou 3 heures. Donc, et c'est tant mieux. Mais il est bien maintenant d'arriver à mettre un cadre à ces activités. Alors, tout ce pack sport santé, je ne vais pas y revenir, mais je tenais quand même à avoir une touche là-dessus. Quand on est sur ces fameux 4 piliers avec le macaron au milieu, là, sur tout ce qui est équilibre, souplesse, renfort et cardio, eh bien, avec la balade, on va se retrouver à avoir des piliers. Donc, c'est vraiment quelque chose à promouvoir dans son club et c'est vraiment quelque chose à additionner par rapport à ce que l'on a. On a des clubs qui ont déjà de l'activité extérieure, de la marche nordique, de la marche active ou bien d'autres. Mais par contre, il y a des clubs parfois qui n'ont pas du tout d'activité extérieure. Eh bien, avant peut-être de se lancer à former un éducateur sportif, à lui mettre de la marche nordique ou autre, pourquoi pas partir sur de la balade dans un premier temps. Et pour que ça devienne vraiment l'activité dans son club à part entière. Alors, comme on le disait, hein, on va mutualiser toutes les ressources, on va tendre vers cette activité extérieure et du coup la balade, c'est un animateur bénévole, ça va permettre de motiver nos pratiquants à aller sur l'activité en extérieur. C'est vraiment un plus. Alors cette offre, c'est vraiment une offre flexible la balade. Il ne faut pas, nos cours en salle, ils commencent le 15 septembre, ils finissent le 20 juin, c'est tous les jours à la même heure, à tel moment, dans telle salle avec le matos. La balade, elle a cette facilité à être déployée comme bon l'ensemble. Forcément, on va tenir compte du bénévole puisque c'est lui qui va encadrer. Donc, il est bénévole, donc c'est lui quand même qui va choisir son jour, son horaire et à quel moment ça lui convient. Mais on va rester sur cette flexibilité et qu'il faut que ça soit adaptable à tous les clubs. Il n'y a pas de frein. Du coup, on va vraiment laisser la liberté totale. Moi, ce que je mets en avant, c'est quand même l'encadrement. Parce que l'encadrement, même si c'est un bénévole, il va quand même avoir 3 jours de formation. Et il va venir chercher des contenus, il va venir chercher un encadrement spécifique, des prérogatives, et il ne partira pas en pleine nature faire comme bon lui semble. Parce que la gestion de groupe à 20 ou à 5, elle est complètement différente. Manu ? Alors, ok, ce sont effectivement que des bénévoles. Je suppose que comme un peu dans la BR, ils vont peut-être aller repérer, hein, peut-être. Vous pensez qu'il y a peut-être des repérages en amont. Est-ce qu'ils sont en droit de demander une petite indemnité kilométrique pour ce temps-là passé? C'est la question qu'on peut avoir. Ah oui, oui. Tous les frais de déplacement, même par exemple pour se rendre sur la balade ou autre, c'est le club qui peut faire le choix de prendre en charge. Et j'avais envie de dire, c'est peut-être la seule façon, effectivement, hein, de mettre en avant ce bénévole. Il est peut-être bénévole, ok, sur l'encadrement, mais après, tout le reste, s'il a besoin de documents, sur la formation, ils apprennent à tracer leurs itinéraires avec, je pense que vous connaissez tous, Visio Rando, CityTrail, voilà. Et du coup, ça a un coût, c'est des abonnements par an. Et ils vont les utiliser au service du club. Donc, en connaissance de cause, puisque je forme assez d'ABR, autant 1 que 2, la majorité des clubs prennent en charge ces abonnements pour que ça ne soit pas le bénévole Alors, les abonnements, après, les déplacements aussi, oui. Voilà, est-ce que tout ça, c'est statué dans un, alors, je ne sais pas, un contrat ou tout au moins, comment non, du tout. Non. Donc là, pour le coup, on laisse au bon vouloir ça reste du bouche à oreille. On ne peut pas imposer. Nous, sur la formation, on va délivrer, entre guillemets, la bonne parole, les expériences qui sont vécues sur le terrain, de droite à gauche. Mais on ne peut pas aller imposer à un club d'aller, voilà quoi. Le bénévole qui va se former avec son club, il va quand même avant avoir une entente avec le club.
C'est-à-dire, OK, moi, je valide que je veux bien rentrer sur ce cursus, je veux bien tous les 15 jours encadrer une balade, mais je me mets au service du club, mais attention, est-ce que vous pouvez me prendre en charge mes frais de déplacement? Voilà, moi, j'ai besoin d'acheter telle carte, etc. D'accord? Il y a quand même une entente au préalable. Mais comme on reste sur du bénévolat, on n'a pas de contrat. C'est un contrat moral, j'ai envie de dire. C'est tout. C'est une entente avec la personne qui se forme et le club. OK? La balade peut être aussi un moyen d'attirer de nouveaux pratiquants. Tout à l'heure, on me parlait de l'histoire de la licence. Ben oui, madame, ça fait 20 ans qu'elle est au club JV de son village, elle fait 20 ans son même cours de gym, et par hasard, la balade arrive. Eh bien, monsieur, ben, il a envie d'aller faire ses balades. Eh bien, on va peut-être attirer, malgré tout, de nouvelles personnes. Et ça, c'est un plus. Et c'est pour ça que quand je disais, il y a une cotisation, même si elle est moindre, si c'est, je vous donne des exemples parce que moi, je le vis régulièrement, ça va de 20 € l'année, voilà, même si ce sont des balades ou des randonnées qui sont faites toutes les semaines, la cotisation peut être simplement de 20 € jusqu'à 60 € l'année. Même si c'est, des fois, j'ai des clubs qui sortent tous les 15 jours, il y en a qui sortent qu'une fois par mois, etc. Ça, c'est interne au club. J'avais envie de dire, c'est la tambouille du club qui va voir comment il va pouvoir intégrer cette nouvelle activité au sein de sa structure. Mais moi, je conseille vivement de ne jamais faire la gratuité. Alors, parce qu'il y a quand même ce bénévole qu'on engage. Et que c'est quand même pas du moindre. La cotisation dont tu parles, Céline, c'est en plus de la licence, on est bien d'accord? Ah oui, ah oui, oui. D'accord, ça marche. Oui, oui, oui. La licence individuelle, OK, mais voilà, pour me déployer, moi, sur tout le territoire national, il y en a beaucoup qui prennent la licence individuelle, mais qui ne font pas prendre une cotisation en plus pour l'activité randonnée ou balade. Et c'est un tort. Parce que, comme je dis, il faut valoriser la personne quand même qui s'est formée, puis il va y avoir les frais de déplacement, les outils que la personne va utiliser, et puis voilà, c'est une balade encadrée par quelqu'un qui a eu un cursus, c'est normal qu'il y ait une participation des pratiquants pour que tout au long de l'année, il y ait cette activité de plus. Ok, merci. Alors, la filière, donc bénévole, donc c'est accompagnateur bénévole de balade. La formation est composée de 21 heures en centre de formation et il y a 2 heures de retour d'alternance qui se font en visio. Entre les 21 heures et les 2 heures de visio, on laisse un laps de temps important parce que du coup, ils ont de l'alternance et ils ont de la mise en place. Ils ont 2 balades à encadrer au sein d'un club EPGV. Donc, ces personnes viennent apprendre pendant 3 jours la gestion d'un groupe, donc jusqu'à 20 personnes, toutes les prérogatives qui vont les incomber, toute la réglementation et la sécurité qu'ils vont devoir mettre en place. Et puis, on va avoir cette petite fenêtre sur tout le côté patrimoine. Et comme je vous le disais, le patrimoine, ce n'est pas que de l'historique. Et plusieurs idées à chaque fois sur les formations émanent dans le sens où, comme je disais, ça peut être vraiment une visite concrétisée avec un guide et tout, où l'ABB aura tout organisé. Ça peut être simplement parce que le paysage est à couper le souffle et qu'il va y avoir des tables d'orientation à plusieurs endroits. C'est ça aussi, c'est prendre le temps d'être attentif à notre environnement, à tout ce que l'on a autour. Et bien souvent, les gens découvrent ou même redécouvrent tout leur environnement. On a trop tendance à passer et à jamais s'ouvrir sur ce qui va se passer à droite et à gauche. Donc la balade est là pour faire parfois redécouvrir son secteur et aller plus loin aussi. D'accord ? Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, la personne qui s'engage sur ce cursus de formation, c'est qu'il ait un club EPGV, un club support, c'est qu'il a l'idée de déployer l'activité, c'est qu'il parle bien de balade pour tous et pour tout public.
et que l'on parte, vous avez vu tout à l'heure, je vous disais entre 2 heures et 4 heures, mais on pourrait très bien imaginer une balade dans un premier temps d'1 heure et demie, parce que le public est fait pour marcher 1 heure et demie. Il n'y a pas de frein. Après, on parle de temps effectif de marche. Donc, on va enlever le temps où je vais prendre mon pique-nique, le temps où je vais avoir les pauses, parce que si j'ai une belle table d'orientation, je peux me poser pendant des fois plus de 30 minutes. Donc ça va être le travail de la bébé. Il va apprendre à découper son itinéraire pour justement savoir s'il est bien dans ces 4 heures de temps de marche effectif. Est-ce que vous avez des questions sur le cursus? Un peu plus besoin de ce qu'ils vont apprendre ou ça va? Pour rentrer en formation, je suppose qu'ils sont obligés d'avoir le PSC. Alors, obligation d'avoir le PSC1, oui, tout à fait. Okay. C'est les prérequis pour la formation. Ensuite, il y a un petit positionnement qui se fait avec le comité régional de façon à ce qu'on arrive quand même à cibler la personne qui va intégrer ce cursus dans le sens où il a quand même l'intention de le déployer dans son club et de le mettre. Après, qu'il le mette 1 fois par mois, qu'il le mette sur 4 mois, ou ça va lui appartenir. Mais l'idée, elle est vraiment de rentrer sur la réglementation de la balade avec un nombre particulier, avec mon serre-fil et de déterminer un jour précis. Voilà. Entendu, merci. Oui, Gérard. Je vais remettre mon micro. Le stage, il va se faire de 3 jours, il va se faire sur quel coin? Ah, alors là, je laisse la parole au grand chef. Le grand chef. Valérie, enfin le comité régional. Alors là, je ne sais pas si c'est moi le grand chef. C'est en cours de réflexion. Hein. Là, je vais demander de l'aide à Manu et Carole. Alors Manu, tu n'as peut-être pas réfléchi encore avec Carole. Carole, il y a quelques pistes sur certains départements, voilà. Mais pour l'instant, je vise 3 départements. Ouais. Non, mais je vise 3 départements. Ça serait entre 30, 34 et 11. Voilà. Donc je suis dans cette recherche-là. Pour la première session, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une autre session sur un autre secteur de l'Occitanie, puisque c'est quand même assez grand. Mais pour la première, Carole étant du 34, on cherche peut-être pour l'instant sur ce secteur-là, puisque c'est un secteur qu'elle connaît mieux, on va dire. Parce que ça sera Carole avec Céline, hein, ce sera les 2 intervenantes, les 2 formatrices. Gérard, tu es de quel coin, si je peux me permettre? D'accord. Donc ça sera, voilà. Il n'y a pas de montagne, on a un peu de plaine, c'est tout. Ouais. Bah, du coup, ça sera peut-être la 2e session, on sera peut-être plus à l'est de l'Occitanie dans les réflexions, mais voilà, pour la première. Il y a le département du Gers qui est très beau aussi. Oui, tout à fait. Le 31, il y a le 32, il y a le 81, le 82. Ils sont tous très beaux, nos départements. Bon, donc on ira, Carole, hein, c'est noté dans le 80, dans le 82 pour la prochaine session. Non, mais l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des personnes qui sont déjà sur un département et qui souhaitent mettre en place la formation parce qu'ils connaissent bien le territoire aussi. Donc voilà, Gérard, Carole, il y aura peut-être un lien à faire tous les deux pour une prochaine session si sur ton département il y a des besoins et des envies. En tout cas, c'est bien d'avoir un porte-parole qui a participé déjà au webinaire et qui pourrait en parler sur son département. Est-ce qu'on peut envisager de recontacter tous les ABR finalement et leur proposer cette formation qui est finalement, en quoi elle sera très différente, je ne sais pas, mais est-ce que ces gens-là ne peuvent pas être aussi missionnés sur de la balade? Alors, ils sont d'office, Manu, ils n'ont pas besoin de venir chercher la balade. Eux, ils sont déjà sur la filière bénévole.
Donc, ils ont déjà les prérogatives. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils connaissent les prérogatives de la balade, mais l'ayant sur la BR1, ils sont tout à fait aptes à, dans le cadre de la BR1, on en a quand même beaucoup qui encadrent effectivement des randos des randos douces. Des fois, c'est des demi-journées ou des choses comme ça. Ils le font déjà. Ils le font déjà, mais est-ce que… Ils le font déjà. Oui, voilà, on les… C'est pas la peine qu'ils viennent chercher la balade, tu vois. On est d'accord, on est bien d'accord. Voilà. Ouais, eux, ils ont déjà le cursus, ils connaissent, ils font, ils n'ont pas besoin de venir chercher la balade. Ok. Gérard? Gérard, t'as encore une question, Gérard? Je puis toujours de baisser la main, moi. Ah bon, ça va alors, ça va. Bon, voilà, après, si vous n'avez pas d'autres questions, on se quitte. L'idée, c'était d'arriver à survoler… Oui, Anne? Oui, je pense que c'est toujours prévu le 9, le 10 et le 11 janvier. Ok, oui. D'accord. Merci. Jeudi, vendredi, samedi, si je m'abuse, c'est ça? Ouais, les dates, c'est ça, oui. Peut-être une précision par rapport à la question de Manu aussi. C'est vrai que les ABR, 8, 9, ils sont sur de la randonnée, donc pas du tout sur la même topographie que des personnes qui vont faire de la balade. Donc, s'ils veulent faire de la balade, voilà, Céline t'a donné la réponse. Maintenant, ça sera peut-être pas la cible prioritaire d'aller chercher les ABR déjà formés pour faire de la balade, mais plutôt de former des personnes qui font déjà de la balade ou qui souhaitent la développer. C'est peut-être pas forcément sur les mêmes secteurs. Oui, c'est ça. Voilà. On n'est pas du tout sur les mêmes secteurs géographiques. C'est vrai que la balade est apparue aussi parce qu'on s'est rendu compte que ça soit sur le littoral, côté océan ou Méditerranée, qu'il y a tellement de beaux lieux qui méritent aussi que l'on ait la balade parce qu'on a envie de partir là-dessus, quoi. Et c'est vrai aussi qu'on a tendance à mettre que randonnée, de suite, c'est synonyme de dénivelé. Ben non, pas du tout en fait, pas du tout. Parce que dans la BR1, les prérogatives, elles sont quand même bien moindres et on est vraiment sur quelque chose de… on n'est pas du tout sur les dénivelés et autres. On peut, d'accord, on a les prérogatives pour, mais pas que. Et la balade, on est vraiment sur l'étage d'en dessous, c'est vraiment c'est le petit tronc commun qui commence à naître pour peut-être après inciter des gens à partir faire la BR1 et notamment lorsqu'ils vont vouloir créer des séjours et partir, au lieu d'aller dans les Pyrénées, peut-être venir dans les Alpes et autres, mais où là, effectivement, on est sur des milieux montagneux, on a un peu de dénivelé, du coup, il me faudra avoir la BR1 et pour mener à bien ces séjours, j'aurai besoin d'avoir un peu plus de prérogatives. Mais voilà, donc, d'abord, il faut faire naître cette balade dans la tête des clubs, que les clubs recherchent la personne qui est capable et qui a la motivation de rentrer sur ce cursus et de venir vivre la formation. Et si les comités départementaux pouvaient, mais c'est compliqué, Laurence, essayer finalement de se rendre compte de ce qui est réellement fait sur le terrain, je suis sûre que vous tombez les fesses sur une chaise. Mais je sais que dans le 31, Céline, on a des assos qui organisent des balades entre elles déjà quand ils ont envie. Et ce n'est pas forcément encadré par une personne compétente. Après, ce n'est pas sur leur planning. Voilà, ce n'est pas le planning, mais le problème, c'est qu'elles communiquent au nom du club. Et là, il y a une réglementation, mais la loi, d'accord, il y a la loi qui détermine que quand tu fais au nom d'une structure, d'un club, tu rends responsable à la fois le club et la personne qui encadre, qu'elle ait diplôme ou pas diplôme. D'accord ? Voilà. Alors, avec diplôme, on est couvert et on est un peu mieux parce que la Maïf dira « Ok, il y a un diplôme qui soit fédéral ou autre, c'est reconnu. » Et c'est pour ça que je te dis ça, Laurence, parce que moi, dans mon territoire, je le vois. Et effectivement, voilà, moi qui me suis déplacée sur la France, il y avait des choses, j'avais les cheveux qui montaient sur la tête, là. Oui, je me doute. Donc, voilà, quoi. Donc, si encore nous avions une fédération qui ne propose pas ces cursus, ok.
Mais maintenant que voilà, la balade est née et qu'on se retrouve quand même avec plusieurs cursus pour le bénévole, pour vraiment mettre un cadre à ces sorties, ben, ça vaut le coup d'influencer dans ce sens-là. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. J'en suis persuadée aussi. Merci. Voilà. Merci. Gérard a levé la main. L'autre Gérard, portez-vous bien du QM. Non. Oui, pardon. Oui. Donc, Gérard Duquin. Oui, le coût de la formation et sa prise en charge. 2 mots peut-être là-dessus. Alors, le coût est très faible, puisqu'on est à un tarif de 3 € de l'heure, donc pour 21 heures, attends, 23 heures de formation. 23. J'ai plus le coût, enfin 3 fois 23 heures, donc vous voyez, ça fait 70 € quoi, à peu près. Voilà, plus il y a également il y a un manuel en plus, hein, vous aurez un document, enfin un support pédagogique, donc en plus il y a des frais de dossier, frais d'inscription aussi, donc on pourra vous faire parvenir la fiche programme qui détaille un peu tout le contenu et les coûts aussi, voilà. Mais c'est ça, ça doit être 120, 120 €. Alors là, pour terminer, moi je prends ma casquette de conseiller de développement. Anticiper pour les clubs de faire des demandes de PSF, d'accord, pour justement subvenir au coût, même s'il est modique, mais ça reste un coût de formation et de tout ce que vous allez devoir déployer pour proposer la balade au sein du club. Et donc, la balade, patrimoine, etc., va faire partie des cibles, des items que la fédération va mettre en avant dès le mois d'avril sur le PSF. Donc, club, allez-y, parce que ça fonctionne très bien. Eh oui. Eh oui. Laurence, ouais. Oui, moi je reprends la parole par rapport à ce que tu viens de dire, parce que la formation, il faut savoir, si je ne me trompe pas, que si ce sont des dirigeants de l'association qui se forment, il y a possibilité de faire une demande auprès de l'AFDAS, il me semble, pour la prise en charge. Non. C'est que l'AFDAS, c'est que pour les personnes qui cotisent, donc pour les professionnels, les salariés. C'est uniquement s'il y a une action collective, Laurence, que du coup l'action elle passe par l'AFDAS, que par une opération collective. Ok, en tant que dirigeant, on ne peut pas avoir D'accord, ok. Non. Après, tu as sur le FDVA qui te prennent sur les formations des bénévoles, mais c'est très spécifique. Donc, Parce que le GDOS 31 m'avait dit que voilà, qu'il y avait possibilité. Non, pas pour l'AFDAS. Le PSC. Ok, ça marche. Merci. Gérard? Oui, juste oui, alors donc le coût pédagogique est très faible, reste quand même le coût après, puisque c'est des formations de 3 jours, tous les frais de formation en logistique, enfin, c'est ça. De logement. Oui, les hébergements et le transport et la restauration. La restauration. À la charge du stagiaire ou du club. En général, c'est souvent le club. Peut-être une prise en charge par le FDVA, c'est ça? Alors, le FDVA peut, si vous faites un dossier FDVA, oui, et le PSF aussi. Et le PSF. Donc, et c'est fait. Moi, j'influence beaucoup les clubs qui ont de la randonnée à partir là-dessus, et ça fonctionne bien. Hein, ils ont. Hein. D'accord. Manu? Alors, est-ce que le cœur de cible ne peut pas être directement les licenciés des clubs? Parce que quand tu dis, voilà, c'est-à-dire que la communication, elle va être effectivement directement adressée à ces personnes déjà internes à des clubs. Donc, comment le CODEP peut formuler ça? Voilà, Laurence, peut-être que vous avez votre… À mon avis, il faut passer par les animateurs, en parler aux dirigeants. S'ils sont d'accord pour le développer, il faut que les animateurs en parlent à leurs adhérents. Pour essayer de trouver la bonne personne. L'animateur, il n'a pas les informations, il n'aura pas le bon discours à transmettre. Pour moi, le comité départemental, il doit faire envers les clubs et tous les licenciés de son département
en disant que c'est vraiment une formation vouée pour eux, quoi. Alors, certes, il faut le PSC1, c'est soit aussi le comité départemental organise un PSC1 au service de ce cursus qui arrive sur 2026. Alors, tu vois, Céline, là, on a expérimenté le robe extérieur ici en Occitanie. Donc, déjà, c'est des personnes qui potentiellement peuvent prétendre à suivre cette formation derrière. Ben, oui, c'est des bénévoles, donc oui. Des bénévoles, oui. Non, mais on a déjà, on a une pool déjà peut-être de personnes. Mais est-ce que, enfin, je ne suis pas convaincue que la personne qui a fait le robe pour venir occasionnellement remplacer sa marche active ou sa marche nordique, elle ait envie, alors après je me trompe, hein, mais elle ait envie de s'investir tout au long de l'année sur une activité complémentaire au sein du club. Peut-être pas l'intégralité des personnes, mais sur un groupe de je sais pas, de 8-9, on peut en toucher peut-être une. Donc, dans quel cas, oui, c'est ça. Mais déjà, ce sont des gens qu'on peut déjà effectivement contacter pour éventuellement cette formation. Oui, puis j'ai même envie de dire, il ne faut pas fermer les portes à la personne non licenciée. Je reviens à mon exemple de Véronique qui a son cours de pilates depuis 30 ans, que son mari, il adore aller se balader, et bien qu'il ait envie de venir chercher ce cursus. Bon, il prendra une licence dans son club et il vient se former. D'accord ? Donc la communication, il faut qu'elle aille dans ce sens-là, quoi. Laurence ? Après, je pense que je me suis mal exprimée tout à l'heure. Moi, l'idée, c'est oui, qu'on en parle à toutes les assos et que les assos fassent redescendre au niveau des adhérents, mais qu'ils repèrent les dirigeants d'assos avec les animateurs, les personnes qui seraient potentiellement faites pour la bébé. Voilà. Oui, c'est ça. Comme un peu un robe, finalement. On va essayer d'un petit peu d'être en repérage en amont. Ça peut être ça aussi. C'est ça. OK. Oui. Oui. De toute façon, toutes les initiatives sont bonnes. Hein. OK. D'autres interrogations? Non? Tout est OK? Non, merci. Très clair. Eh bien, bon appétit. Donc, après, voilà, il y a Carole, Valérie. Après, je reste aussi disponible par Laurence si tu as besoin par rapport au CODEP ou quoi que ce soit. Hein, voilà. On va voir avec Valérie pour que vous obteniez dans les départements les prérogatives de ceux qui encadrent. Ce document, voilà. Et puis, de toute façon, le webinaire, il est enregistré, il sera communiqué. Et donc, une fois que cette formation, elle aura eu lieu en janvier, je ne suis pas inquiète. Je pense qu'il y aura des très bonnes retombées et on pourra après aller ouvrir d'autres sessions. Se déployer. OK. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à l'équipe Valérie, Carole, Margot, Manu et toute l'équipe. Et au plaisir.